pas entendu parler du nazisme, du fascisme, d'intégrisme, de terrorisme? Qui n'a pas entendu parler du christianisme, du stalinisme, du trotskisme, du communisme? Mais qui a déjà entendu parler du colonialisme, du néocolonialisme? Grand C. Définir une stratégie ambitieuse et cohérente. L'intérêt de définir une stratégie africaine de la France est dans le résultat autant que dans la méthode. Faire travailler ensemble les différents départements ministériels, le Quai d'Orsay, sa direction politique en charge de l'Afrique, mais aussi la DGM et la nouvelle direction en charge des entreprises, la défense, la coopération, les finances, les opérateurs de l'État, l'AFD, l'Institut français, l'AEFE, l'Alliance française, France Expertise Internationale, ADE-TEF, le CIAN, le MEDEF International, les entreprises présentes en Afrique, les ONG sur la présence de la France en Afrique et notre politique africaine, voilà qui permettrait de dépasser les clivages administratifs, les frontières idéologiques, pour analyser comment la France peut orienter sa politique dans cette Afrique en mouvement. Plusieurs formules étaient envisageables pour créer cette synergie. L'unité du pilotage de la politique africaine, longtemps représentée par le Secrétariat général pour les affaires africaines et malgaches, qui couvrait l'ensemble des secteurs au service d'une politique africaine unifiée tant dans ses objectifs que dans ses moyens, a laissé place à une fragmentation des centres de décision dont on mesure les inconvénients en termes de cohérence. Cette formule est d'un autre temps. Elle avait elle aussi des inconvénients et notamment l'existence d'une politique parallèle à celle définie par chaque ministère qui faisait de l'Afrique un domaine réservé pour le meilleur et pour le pire. Elle a sans doute favorisé les dérives que l'on a dénoncées. Il reste que sa disparition a laissé une faille dans le dispositif. En dehors de réunions techniques, il n'y a plus véritablement de lieu où les différents acteurs réfléchissent à leurs intérêts communs et aux synergies qu'ils peuvent dégager. Pour ce qui est de formuler une stratégie définie en commun par l'ensemble des acteurs, la formule du livre blanc à la manière du livre blanc sur la défense et la sécurité semblerait la plus adaptée. Il n'est pas nécessaire de créer une structure pérenne. En revanche, il faut pouvoir associer des responsables de haut niveau représentant l'ensemble du spectre des institutions intervenant en Afrique. La commission du livre blanc sur la politique africaine pourrait comporter une quarantaine de membres représentant le Parlement, les administrations, les opérateurs, les ONG et des personnalités qualifiées françaises et étrangères et notamment africaines. Présidée par une personnalité incontestée, dotée d'une lettre de mission du président de la République, cette commission du livre blanc sur l'Afrique pourrait bénéficier des réflexions des groupes de travail thématiques qu'elle aurait constitués pour démultiplier son action et étendre le champ des personnalités entendues. Elle permettrait à chacun des acteurs de s'approprier une stratégie collective et de procéder à des choix autres que sur le seul critère budgétaire. L'exercice devrait également permettre à chacun de comprendre les préoccupations des autres intervenants et de s'approprier des objectifs communs au-delà des différences légitimes entre, par exemple, militaires et ONG, coopérants et industriels, universitaires et diplomates. Il devrait pouvoir déboucher sur un débat large qui puisse avoir un retentissement médiatique et politique avec un débat au Parlement. Sur le fond, il ne s'agit pas de définir une ligne politique unique pour l'ensemble du continent, mais une stratégie adaptée à un objet lui-même complexe. L'Afrique est plurielle, et notre politique doit l'être aussi. Il ne peut plus y avoir une politique africaine de la France, mais des politiques de la France en Afrique. Notre politique doit être modulée en fonction de nos avantages comparatifs et des enjeux spécifiques à chaque région, voire à chaque État partenaire. Certains États sont de meilleurs partenaires en bilatéral qu'en tant que membres d'une organisation régionale. Certaines organisations régionales fonctionnent, d'autres ne sont pas mûres.
L'Union africaine est performante sur certains sujets, moins sur d'autres. Il semble évident que l'Afrique de l'Ouest va continuer de constituer dans les années à venir une zone d'attention cruciale pour notre diplomatie, notre appareil de défense et nos entreprises. Parce que le centre de gravité des crises, hier plus proche de l'équateur, s'en est rapproché, mais aussi en raison des liens interpersonnels forts reliant nombre de nos concitoyens à cette région. Il faut en prendre acte et placer la sous-région Afrique de l'Ouest au cœur d'une stratégie assumée et énoncée à l'égard du continent. Cette priorité à l'Afrique de l'Ouest devrait s'accompagner d'un investissement résolu, centré sur l'économie, en direction des pays dynamiques des régions non francophones, Afrique du Sud, Nigeria, Kenya, Botswana, Éthiopie, Angola, Mozambique. Une stratégie africaine devrait pouvoir articuler cette fidélité à l'Afrique francophone et cette ouverture à l'Afrique anglophone. Elle devrait également penser les évolutions de l'Afrique de l'Ouest avec celles de l'Afrique du Nord. De ce point de vue, il faudra penser notre relation à l'Afrique au-delà du clivage entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. La question du Sahel a montré les limites de cette démarche. Les dynamiques politiques, économiques, voire religieuses vont dans le sens d'une interprétation grandissante du nord et du sud du continent. Grande D, s'émanciper du passé. La relation franco-africaine reste lestée du poids d'un passé mal assumé. Le rejet dont la France est parfois l'objet, notamment dans les couches les plus jeunes de la population africaine, tire argument de sa responsabilité dans les pages les plus sombres de l'histoire de l'Afrique. L'esclavage qu'il a saigné de ses forces vives alors qu'elle constituait encore un continent sous-peuplé. La colonisation qui marqua son entrée traumatisante dans la modernité tout en l'enserrant dans des frontières qu'elle n'avait pas choisies. La décolonisation dont on néglige qu'elle fut en Afrique subsaharienne, émaillée de massacres aujourd'hui oubliés, entre guillemets. Madagascar 1947, Cameroun 1955, Algérie. Dans notre pays même, le passé colonial et post-colonial a du mal à passer. Le thème ressurgit régulièrement dans l'espace public, provoquant scandales et controverses, signe de la profondeur du malaise attaché à la relation à l'Afrique dans notre pays. Celui-ci tire sa source d'une difficulté à regarder en face l'histoire coloniale et des relations qui se sont tissées dans la décolonisation avec les anciennes colonies d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Cette histoire est peu et mal connue dans la société française. Certains événements douloureux dans lesquels notre pays n'a pas eu le beau rôle font qu'encore débat et ne sont pas entrés dans l'histoire officielle, si tant est que ce terme ait un sens. Ce passé alimente à la fois une certaine culpabilité, notamment chez les progressistes, et quantité de fantasmes et de caricatures. Il a forgé dans les représentations collectives des images extrêmement fortes et réductrices qui ont tendance à symboliser pour nos compatriotes la réalité africaine, comme celle du monarque africain, autocrate corrompu et richissime, celle des affaires politico-financières, Elf, Angola Gate, ou celle de l'aide détournée, CAFO du développement, éléphant blanc. Face à cette histoire refoulée et à ces images médiatiques, le système politique français peine à énoncer vis-à-vis de l'ancien espace colonial un discours et des pratiques permettant de concilier les valeurs universelles que nous portons, la défense de nos intérêts et l'héritage de cette histoire. La coopération est devenue depuis longtemps, aux yeux de l'opinion et d'une grande partie des élites, un des principaux symboles de cette histoire. Une partie de ces dysfonctionnements trouve d'ailleurs leur origine dans ce malaise africain, porté par les décideurs ou les acteurs de la coopération eux-mêmes. La préférence pour le multilatéral, supposé neutre et légitime, face à un bilatéral corrupteur. L'obsession de notre aide à l'Afrique, érigée en vache sacrée,
sans savoir bien souvent de quelle Afrique on veut parler. Une telle assimilation, coopération France-Afrique était sans doute excessive il y a 20 ans. Elle est à présent largement anachronique, tant les pratiques ont évolué. Pourtant, elle reste très présente, et elle viendra immanquablement s'inscrire en toile de fond d'une relance de la politique africaine que nous souhaitons. C'est pourquoi il convient de régler ces contentieux qui empoisonnent la relation et solder le passé par une mise en récit commune de cette histoire partagée. Pour cela, toutes les initiatives qui peuvent déboucher sur des regards croisés sur l'esclavage, la colonisation et la période postcoloniale sont à promouvoir. Livre d'histoire franco-américain écrit à deux mains, initiatives collectives franco-africaines, etc. Pour ce faire, nous proposons de créer un programme de soutien aux travaux de recherche franco-africains abondé par des crédits de l'ensemble des ministères concernés. Affaires étrangères, éducation nationale, recherche, défense. Il s'agirait de promouvoir les travaux d'équipes mixtes franco-africaines sur l'histoire commune. Ce programme, pour une écriture franco-africaine d'une histoire partagée, devrait être complété par une plus large ouverture des archives sur la période coloniale. La remise récente des archives sur le massacre de Tiaroy va dans ce sens. Ce geste doit être renouvelé pour l'ensemble des épisodes suscitant encore des débats et où des travaux scientifiques sont susceptibles d'apaiser les mémoires. Ces fonds pourraient également être ouverts à des ouvrages sur la période contemporaine, mettant l'accent sur les relations franco-africaines. Grand E. Restructurer le pilotage de la politique africaine. La définition d'une stratégie africaine à travers un livre blanc ne suffira pas à impulser dans la gestion quotidienne une meilleure coordination des différents acteurs de la politique africaine. Dans le même temps, loin de nous l'idée de créer un ministère de l'Afrique. Cela n'aurait pas de sens. La mondialisation conduit l'Afrique à être un des acteurs de problématiques plus larges, aussi bien en matière de changement climatique que de commerce international ou de culture. De ce point de vue, l'intégration de l'ancien ministère de la Coopération, presque exclusivement consacré à l'Afrique, au sein du ministère des Affaires étrangères, a anticipé sur la montée en puissance des problématiques liées à la mondialisation, qui concernent aussi bien les pays d'Afrique que les émergents d'Asie. L'implication croissante de ces derniers en Afrique renforce encore l'idée que les questions de développement international doivent être traitées de façon globale. En revanche, il est souhaitable qu'il y ait plus de cohésion, notamment dans certains domaines comme la conduite de notre coopération au développement et la gestion de notre coopération dans les États fragiles ou en sortie de crise, où sont intimement associées des problématiques de développement et de sécurité. Ta-dam, ta-dam, ta-dam.